Bonjour! Le Danemark. Alors, les pays nordiques, hein, en général, je suis allée où? Je suis allée en Finlande, je suis passée en Norvège aussi. Les gens sont adorables. Ils sont vraiment super gentils. Tout est beau, tout est propre, tout est content, tout est gentil. Les pays nordiques, c'est le rêve. Aujourd'hui, nous allons parler du Danemark, qui est un pays assez fermé à l'immigration et pourtant, hein, qui a une politique de gauche, mais même la gauche est fermée à l'immigration. Nous allons voir ça dans un article. Là, je voulais juste vous montrer d'abord un petit extrait de cette vidéo, donc député social-démocrate, Casper Sandkjær, enfin bref, qui explique pourquoi. Enfin, c'est surtout la deuxième raison qui est intéressante. Is that as a left-wing party, we came out of the workers' movement, the labor movement, and those who experience the shadow side of immigration first is the workers. It is those who are in risk of losing their job and get competed down on salary and working conditions, and it is also the working class that live in the areas that has now become ghettos, where there is insecurity, where there's too much crime, where they are afraid to let their kids go home from football at night, and so on. So it's the only position as a center-left, left-wing, social democratic Labour Party. Be aware of the consequences of high immigration without getting the integration to work. Eh bien, oh, pardon, il a tout dit. Parce que c'est exactement le problème qu'on a en France. En France, c'est vrai que quand on y pense, on a l'impression que, du coup, alors la gauche, hein, qui accepte l'immigration, tout ça, on dirait que, qu'elle jette les Français en pâture aux immigrés, en mode vous avez fait un long voyage, tenez, prenez nos femmes et nos enfants. Bon. Mais c'est vrai qu'ils ne pensent pas du tout aux citoyens français en faisant venir autant d'immigrés et puis en les laissant se débrouiller, hein, finalement, hein, parce que combien de gens j'ai vu qui ne parlaient pas français, qui n'ont pas de travail, qui sont complètement à l'abandon dans le pays et qui n'ont pas le choix, on va dire, que d'agresser les gens, que de voler ou autre. Donc voilà, on veut plein d'immigrés, mais on s'en occupe pas, donc ça va pas du tout. Le Danemark, donc on va en parler un petit peu. Le Danemark, ce pays où la fermeture migratoire fait consensus. Alors ils acceptent, hein, quand même des migrants, mais pas aussi facilement que la France, hein. C'est loin d'être aussi facile, hein. C'est finalement, ce qu'ils demandent, c'est un petit peu comme au Japon. C'est, disons, des bases. Alors attendez, parce que vous n'allez pas voir le texte. Tac, je vous le mets comme ça. Hop. Alors, ceux qui ont vu la série Borgen le savent peut-être. À Copenhague, Borgen, le château de Christiansborg, abrite à la fois le Parlement, le Premier ministre et la Cour suprême. Est-ce cette proximité géographique qui pousse à la culture du compromis? Pour un Français, les aventures de Brigitte Nyborg, j'imagine, sont exotiques, et pas seulement parce que la première ministre danoise, héroïne de la série, se déplace à vélo, mais parce que la dirigeante centriste dialogue sans tabou aussi bien avec l'extrême gauche qu'avec l'extrême droite. Chose inimaginable en France, et si c'était ça la solution, si c'était mettre les deux ensemble, et que finalement tout se passe bien. Mais bon, la droite m'a l'air quand même bien plus ouverte que la gauche. Chose inimaginable en France, le Danemark a développé une politique du compromis, y compris sur le plus brûlant des sujets contemporains, l'immigration. Une fermeture consensuelle, c'est d'ailleurs le titre de la note fouillée que consacre la Fondation pour l'innovation politique, Think Tank Liberal, à l'un des pays européens les moins ouverts à l'immigration. Depuis 20 ans, le Danemark poursuit la même politique, initiée par la droite à son arrivée au pouvoir en 2001 et jamais remise en cause, et même poursuivie par la gauche social-démocrate. Cette politique se caractérise par la réduction drastique des flux migratoires, un programme d'intégration exigeant, un accès à la nationalité rendu difficile et désormais la volonté de recourir à un pays tiers extra-européen pour le traitement des demandes de visa.
Membre de l'UE, de l'espace Schengen et de la CEDH, le Danemark a réussi à mener sa politique singulière après avoir négocié une série de dérogations, options de retrait, aussi appelées opt-out, au traité européen, ce qui permet aux Danois de traiter juridiquement les ressortissants de pays tiers selon leurs propres règles. La politique danoise est restrictive à tous les stades du processus d'immigration, de l'arrivée sur le territoire à l'installation, en passant par l'accès aux allocations, au travail et au logement. La politique d'intégration y est vigoureuse. La naturalisation est conditionnée au passage d'un test de langue et de connaissance de l'histoire et de la société danoise. Mais ça, c'est la base. Pourquoi on ne fait pas ça en France? Au moins la langue. Pourquoi on ne fait pas ça en France? Quelqu'un qui ne parle pas français. J'ai déjà travaillé avec des gens comme ça qui venaient me voir et qui me disaient, enfin qui me demandaient en français bof bof, ce qu'ils avaient à faire, leur tâche de la journée, cela, parce qu'ils avaient une fiche avec tout écrit, mais ils ne savaient pas lire. Et c'est pas, ils savaient pas lire parce qu'ils lettraient, non, ils lisaient pas le français. Et du coup, ben voilà, je devais leur dire, je devais les aider. Bon, je le faisais, voilà, mais ça prenait sur mon temps aussi, sur mon temps de travail, à devoir leur lire toutes leurs fiches. Et c'était ça tous les jours. Tous les jours, les mêmes personnes venaient me voir, peut-être parce qu'elles se faisaient rembarrer par d'autres employés, mais tous les jours, voilà, moi je commençais mon travail, ben non, je commençais 5-10 minutes en retard parce que je devais leur lire tout ce et leur, comment dire, leur dire en français, mais un français vraiment très simplifié, hein, répéter plusieurs fois les mêmes phrases, tout ça, pour qu'ils comprennent ce qu'ils avaient à faire. Donc ça c'est assez compliqué. Donc savoir parler la langue, oui, c'est la base, c'est vraiment la base. Toute peine de prison, même avec sursis, empêche définitivement l'accès à la nationalité danoise. Et ça aussi, ça devrait être mis en place en France. Tu es dangereux, eh bien tu ne viens pas, point. Les biens des demandeurs d'asile peuvent être confisqués pour couvrir les frais de procédure et d'hébergement. Et bah oui, parce que c'est pas gratuit non plus. Des plans anti-ghetto prévoient notamment des sanctions plus élevées dans certaines zones du territoire caractérisées par un fort taux de délinquance et d'immigration. Cette politique de restriction s'accompagne d'une politique de dissuasion. Des incitations sous forme de contraintes, arrêt de prestations sociales, prison ou d'indemnités poussent au retour volontaire les déboutés du droit d'asile. En 2015, au plus fort de la crise des migrants, le gouvernement a même acheté des emplacements publicitaires publiés dans les journaux libanais où sont détaillées les nouvelles règles s'appliquant aux réfugiés, réduction de 50% des aides sociales accordées aux nouveaux réfugiés et instauration d'un délai d'1 an avant de pouvoir demander le regroupement familial. Cette politique drastique a eu 2 effets notables. D'abord, l'effondrement des flux. Ah bah oui, hein, si on te demande de parler la langue, de ne pas avoir de l'argent gratuit qui tombe du ciel et de ne pas aller en prison, ah bah là forcément ils y vont plus. L'immigration a diminué de 28% entre 2014, année précédant la crise des réfugiés, et 2019, année précédant la crise sanitaire. Le nombre total des demandes d'asile a chuté de 82%, passant de 14 792 à 2 716 pour un pays de 5,8 millions d'habitants. Si on appliquait ce ratio à la France, nous n'accueillerons que 35 000 demandes d'asile par an contre 132 000 en 2019. Ensuite, l'effondrement du Parti du peuple danois, l'équivalent du Rassemblement national qui a enregistré en 2022 son plus mauvais résultat de son histoire, 2,6% des voix. Bah oui, parce que du coup, puisque le plus gros problème est réglé par la gauche, bah l'équivalent du Rassemblement national n'a plus lieu d'être. C'est normal. L'effondrement électoral, du moment que tout se passe à côté bien, je veux dire, évidemment. Parce qu'évidemment, un pays, ça ne marche pas que par l'immigration, c'est pas non plus le seul problème, mais du moment que la gauche gère tout le reste, je pense que c'est normal. L'effondrement électoral des populistes est la conséquence de leur victoire idéologique, note la Fondapol. Le 1er novembre 2022, lors des élections législatives, le Parti social-démocrate a été reconduit à la tête du pays, encore mieux élu qu'en 2019. Un mois plus tôt en Suède, pays voisin au modèle social similaire, c'était la droite et l'extrême droite qui l'emportaient. La différence, au Danemark, la gauche s'est rangée à la politique d'immigration répressive depuis 2015 et la crise des réfugiés.
La première ministre, Mette Frederiksen, a pourtant commencé à l'aile gauche du Parti social-démocrate. Elle a changé brutalement de position après avoir constaté lors de son passage comme ministre du Travail puis ministre de la Justice les failles de la politique d'intégration. Un virage idéologique unique en son genre qui pourrait, selon Dominique Régnier, directeur de la Fondapol, être une source d'inspiration pour la gauche européenne. Mais de toute façon, c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo. La gauche en France, oui, veut faire venir plein de migrants, mais la gauche n'est-elle pas là de base pour les travailleurs, pour le citoyen moyen? Et pourtant, c'est nous qui en pâtissons de cette immigration. D'aucuns avanceront les différences abyssales entre la France et ce petit royaume de 6 millions d'habitants enclavé dans le nord de l'Europe qui n'a eu aucune colonie et affiche un sérieux budgétaire éclatant. Justement, le Danemark a au moins un point commun avec la France, l'État-providence. Et c'est au nom de la défense de ce modèle social que la classe politique danoise s'est unie sur la question migratoire. Il s'agit bien, selon la formule employée par les auteurs de la note, d'un nationalisme social assumé au nom de l'État-providence. La politique danoise d'immigration pose une question fondamentale aux Européens. Peut-on assurer l'avenir de l'État-providence sans une politique migratoire restrictive et intégratrice ? Eh bien, eux, ils ont tout compris, d'après moi. Vous savez, déjà quand j'étais petite, les gens autour de moi disaient de toute façon, la France, c'est la poubelle du monde. On disait déjà ça, dans les années 90. Et c'est vrai, et ça l'est de plus en plus. Bon, bien sûr, c'est rabaissant, je veux dire, ce sont des êtres humains qu'on accueille. Mais c'est vrai que c'est l'image que ça donne, parce qu'on accueille vraiment tout le monde, quasiment, enfin sans aucune condition, et c'est pas possible. Ces gens-là se trouvent aussi dans un pays où ils ne parlent pas la langue, ils ne connaissent pas la culture, ils ne connaissent rien de la France. Forcément que ça peut pas aller. C'est comme, je vais utiliser un exemple un peu bizarre, mais si là, vous allez au Japon, voilà, on vous dit, on vous envoie au Japon, comme ça, paf. Vous ne connaissez pas la langue, vous ne connaissez pas la culture, vous ne savez rien de ce pays, mais vous êtes complètement paumé. Enfin, c'est pas possible, vous pouvez rien faire. En plus de ça, vous n'avez pas d'argent. Imaginez, vous venez vraiment comme si vous étiez un migrant, comme ça, vous êtes arrivé par bateau. Vous êtes un Français, mais vous êtes arrivé par bateau, comme ça, comme un migrant. Vous n'avez pas de biens, vous n'avez rien du tout. Vous arrivez au Japon, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous volez, parce qu'il faut bien se nourrir. Alors, les gens vont pas se laisser faire, donc vous allez être agressif, parce qu'au bout d'un moment, ça fait quelques jours que vous n'avez pas mangé, il faut bien manger. Donc, vous allez être agressif pour pouvoir avoir votre... bon, je vais aller dans le cliché, mais votre petit sushi. Sauf que là-bas, vous allez vite vous faire arrêter, vous allez finir en prison, on va vous renvoyer chez vous. Parce que bon, là-bas, c'est pas comme en France, on garde pas les gens même s'ils commettent des délits. Mais voilà, c'est dans ces conditions-là que les migrants viennent en France. Ils ne connaissent rien du pays, de la culture ou quoi. Donc forcément que ça peut pas marcher. Donc accepter des migrants, c'est pas un problème. Même le Japon accepte, bon, il en accepte 16, je crois, par an. Un truc comme ça, ouais, je crois que c'est 16. Mais bon, voilà, mais s'ils veulent venir, ok, et bien c'est des tests de français. Si le français n'est pas maîtrisé, ce sera des cours de français à suivre obligatoirement, sinon ils ne restent pas sur le territoire. Une fois que le français est maîtrisé, ce sera des formations pour pouvoir travailler. Mais il ne faut pas les laisser comme ça livrés à eux-mêmes, parce que c'est dangereux pour eux, mais surtout pour les Français. Surtout pour les Français. Et vous voyez, au Danemark, c'est la gauche qui s'occupe de ça. Donc la gauche peut aussi le faire en France. Et le Danemark fait partie de l'Union européenne. Alors je sais que l'Union européenne a cette idéologie de oui, on accueille tout le monde, sinon on est des sales gros racistes. Mais non, ce n'est pas être raciste que de mettre des conditions pour accueillir quelqu'un. Voilà, quand vous accueillez quelqu'un chez vous, si la personne fout le bordel chez vous, ben vous la jetez, vous la voulez plus chez vous, c'est normal. Si elle se comporte bien, elle peut venir, elle peut rester. Ben là, c'est pareil. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de cette news. Est-ce que vous pensez que on pourrait faire en France ce qu'ils font au Danemark? Est-ce que vous pensez que ça pourrait marcher? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!